Mercredi 19 novembre 2025, vous êtes nombreux sur Web Info Télévision. Ça nous fait toujours du bien, mesdames et messieurs, de vous savoir, toujours nombreux justement en train de nous suivre pour justement comprendre l'actualité, tout ce qui se passe justement en République démocratique du Congo et même partout au monde. C'est ça, Web Info Télévision. Nous sommes donc là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous servir, mesdames et messieurs. L'actualité sera donc décryptée. Et là, nous allons faire les points sur la situation ou même sur les lignes de front dans la partie est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu et au sud Kivu. Dans ces deux provinces, mesdames et messieurs, les combats continuent. On n'est pas en train d'observer les cessez-le-feu. Donc, les cessez-le-feu n'est pas respecté. Et c'est le cas même de cette embuscade tendue par les Wazalendo aux éléments de l'AFC M23. Près de Bukavu, justement, parce que là, nous sommes dans les territoires de Walungu, au sud Kivu, et il y a toujours ces violents affrontements entre la rébellion de l'AFC M23 et les Wazalendo en Ngweshi. Et même la route nationale numéro 2, pour l'instant, elle est paralysée. Voilà donc des violents combats, mesdames et messieurs, qui opposent depuis l'aube de ces mercredis les rebelles de l'AFC M23 au groupe d'autodéfense Wazalendo. Et là, nous sommes dans plusieurs localités de la chefferie d'Ngweshi, en territoire de Walungu, à l'ouest de Bukavu. Alors, selon des sources sur place, les premiers affrontements ont été signalés vers 5h50 minutes. 5h50. Et du coup, les choses ont dégénéré, les échauffourées ont commencé à Mugogo. Mugogo, c'est au niveau du point connu sous le nom de Tout Bouge, voilà, où un convoi de l'AFC M23 aurait été intercepté, bien sûr, par les Wazalendo. Donc, ils savaient que ce convoi de l'AFC M23 va passer. Et l'AFC, les Wazalendo ont directement tendu une embuscade à ces convois de l'AFC M23. Voilà, c'est au point connu sous le nom de Tout Bouge à Mugogo. Des échanges de tirs y ont immédiatement éclaté. Voilà ce qui a occasionné tous ces combats. Alors, à Walungu Centre aussi, des habitants rapportent des détonations d'armes lourdes et légères, tandis que dans la zone de Kanyola, voilà, Kanyola, des tirs nourris sont aussi entendus depuis 5 heures de ce mercredi 19 novembre 2025, plongeant donc la population dans une vive panique. Alors, plusieurs familles déjà en mouvement, les gens se déplacent pour chercher là où il y a cette accalmie et s'installer dans un premier temps là-bas. Donc, ils sont en train de chercher à se mettre tout simplement à l'abri. Là, c'est dans le territoire de Walungu. Donc, la situation sécuritaire, mesdames et messieurs, rend quasi impossible tout déplacement entre Walungu et Bukavu via la route nationale numéro 2, un axe qui reste tout de même stratégique, désormais jugé trop dangereux, bien sûr, en raison des combats qui sont en cours. Pendant que nous réalisons cette émission, mesdames et messieurs, des combats sont en cours. Et là, c'est depuis 5 heures de ce mercredi que tout a commencé avec cette embuscade, tout d'abord tendue par les Wazalendo à un convoi de l'AFC M23. Alors, pour l'instant, aucune information officielle de part et d'autre n'a été justement rendue publique par les autorités administratives ou militaires sur les bilans des affrontements. Alors, la zone reste tout de même difficile d'accès et la population, mesdames et messieurs, appelle à une intervention aussi urgente justement pour sécuriser les habitants qui sont pris au piège. C'est la situation pour l'instant, mesdames et messieurs, dans cette partie du Sud Kivu. Là, nous sommes dans le territoire de Walungu. On évoque même une possible incursion, voilà, vers Bukavu. Voilà pourquoi même dans les titres, vous voyez Bukavu encore une fois mentionné.
Parce qu'on parle ça se déroule à l'ouest de la ville de Bukavu. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de cette reprise des hostilités? Les Wazalendo qui lancent, ou disons qui tendent une embuscade aux éléments de la FCM 23, dans le but, bien sûr, de les déloger. Alors, ça tourne, comme vous pouvez le constater, aussi à des tirs, à des échanges de tirs. Voilà, ils sont en train de s'affronter déjà. Et c'est pour cela qu'on fait, bien sûr, les points sur cette situation. Là, c'est dans la province du Sud Kivu, où on signale, bien sûr, toutes ces échauffourées. Mais au Nord Kivu aussi, mesdames et messieurs, les rebelles de l'AFC M23 contrôlent depuis la soirée d'hier, mardi 18 novembre, les villages de Kasheke. Kasheke et Bituna. Là, nous sommes dans le secteur d'Osso Banyungu, en territoire de Massissi, au Nord Kivu. Alors, après d'intenses combats contre les Wazalendo, ils ont en fait réussi à prendre le contrôle de ces deux villages. Je parle ici du village de Kasheke et Bituna, dans le secteur d'Osso Banyungu, en territoire de Massissi. Les rebelles ont lancé des attaques contre les positions des Wazalendo dans ces villages, justement, dans la matinée d'hier mardi, et ils ont réussi à déloger les Wazalendo de leur position. Alors, selon des sources locales, les rebelles occupent désormais tous les camps abandonnés par les Wazalendo à Kasheke et Bituna. Alors, les Wazalendo se sont sont repliés vers Kautu, où ils ont rejoint les forces gouvernementales. Voilà, se sont repliés pour se rassembler encore avec les forces armées de la République démocratique du Congo, donc les FARDC, l'armée loyaliste. Ils sont venus, ils faisaient face à l'AFCM 23 et après avoir été mis en échec, ils se sont donc repliés. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs? D'abord, au Sud Kivu, c'est eux qui lancent cette embuscade, qui mettent en place une embuscade pour essayer un peu de prendre le dessus sur les éléments de l'AFCM 23. Il n'y avait pas de combat. Les convois de l'AFCM 23 qui passaient selon les sources justement sur place. Et puis, ils ont tous été surpris par cette embuscade des Wazalendo. Ils ont cette incursion surprise aussi, ou dit surprenante, des Wazalendo. Alors, ça vous dit quoi, mesdames et messieurs, pendant que dans le territoire de Massissi, dans le secteur Osso Banyungu, ce sont les M23 qui délogent les Wazalendo dans deux villages. Dans ce secteur, bien sûr. Et pour l'instant, ces deux villages sont sous contrôle de l'AFC M23 dans le territoire de Massissi. Alors, les habitants de ces villages, mesdames et messieurs, se sont aussi déplacés. Les deux villages que je viens de citer, les villages de Kasheke et Bituna, les habitants de ces deux villages, mesdames et messieurs, se sont déplacés vers les villages du groupement Waloa Yungu. Waloa Yungu, là, nous sommes dans les territoires de Walikale, où ils vivent dans des conditions humanitaires aussi précaires. Voilà. Ils se déplacent, fouillant les combats, et là où ils se dirigent, mesdames et messieurs, les conditions humanitaires ne sont pas aussi favorables. Alors, ce mercredi matin, mesdames et messieurs, on signale un calme précaire, justement, sur la ligne de front. Enseigne toujours les sources sur place. Donc, c'est encore des échauffourées ou des combats, mesdames et messieurs, qui mettent en mal la quiétude de toutes ces populations et surtout les engagements pris dans les différents processus. Parce qu'on parle du cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu, comme vous pouvez le constater, continue toujours d'être violé. Voilà. Mais au Sud Kivu, nous sommes toujours en train de contacter les différentes sources, mesdames et messieurs, pour avoir une précision aussi à la suite des combats. Parce que comme je le disais, nous faisons cette émission pendant que les combats continuent au niveau du territoire de Walungu. Voilà. C'est plus précisément à l'ouest de la ville de Bukavu, avec cette embuscade tendue par les Wazalendo aux éléments de l'AFC M23. Ça crée même une panique dans la zone parce que les populations se déplacent. Les populations sont en train de fuir, mesdames et messieurs, tous ces combats. Et nous
vous donnons donc la parole pour dire quelque chose aussi sur cette reprise des hostilités. Parce que pendant ce temps, mesdames et messieurs, les chefs-lieux du secteur de Katoyi, toujours dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu, les chefs-lieux du secteur de Katoyi est passé depuis hier, mardi 18 novembre, sous contrôle des rebelles de l'AFC M23. Donc, dans le territoire de Massissi, ils sont en train de prendre les entités. Ils sont en train de prendre les dessus sur les Ouazalendo, les éléments de l'AFC M23. Parce qu'avec la prise du chef-lieu du secteur des Katoyi, mesdames et messieurs, tout ceci intervient après des violents affrontements avec les Ouazalendo et l'armée congolaise. L'armée congolaise s'est donc menée, où ils ont affronté l'AFC M23 en étant avec l'appui des Ouazalendo. Selon une source administrative locale, mesdames et messieurs, les combattants du M23 se dirigent désormais vers Oufamando. Oufamando, là, nous sommes dans le groupement Nyamaboko D. C'est là que les éléments de l'AFC M23 sont en train de se diriger. Ils prennent justement cette direction. Ces combats, il faut aussi le dire, ont provoqué un important mouvement des populations, comme vous pouvez le constater bien sûr. La prise de cette localité, mesdames et messieurs, intervient quelques jours après celle de l'agglomération de Kazinga. Parce que la Kazinga, c'est depuis le week-end dernier, toujours dans le territoire de Massissi. Alors, tout ceci intervient malgré la signature d'un accord cadre entre Kinshasa et l'AFC M23. Voilà donc les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, les deux parties, les deux camps sont toujours en train de s'affronter et il y a donc plusieurs villages. J'ai parlé de Kacheke et Bitouna qui sont passés sous contrôle de l'AFC M23. Au niveau du secteur de Katoyi, d'autres villages sont passés sous contrôle de l'AFC M23. Contrairement au site Kivu où les éléments de l'AFC M23, bien sûr, subissent des embuscades tendues par les Ouazalendo. Alors, qu'est-ce que les FARDC sont en train de faire aussi? Parce qu'il y a des fois, quand ils attaquent, les Ouazalendo les appuient, mais quand ce sont les Ouazalendo qui se lancent peut-être dans des incursions, rares des fois, on les voit être aussi... les FARDC, c'est rare des fois on voit ces Ouazalendo lorsqu'ils lancent des attaques, on les voit être appuyés par les FARDC. Parce qu'elles viennent d'étendre une embuscade aux éléments de l'AFC M23. Et jusque-là, on n'a pas les bilans précis. On n'a pas aussi un bilan consistant pour vous en dire un peu à plus. Alors, dans ce contexte, mesdames et messieurs, comme le gouvernement congolais ne cesse de le dire, que cette guerre, c'est là qui lance des attaques contre la République démocratique du Congo, selon le gouvernement congolais, ont des velléités expansionnistes. Et à part ça, ils viennent justement pour piller les richesses voilà, de la République démocratique du Congo. Et dans ce contexte, mesdames et messieurs, des mesures continuent aussi à être annoncées. Il y a des fois, donc, le gouvernement congolais prend des mesures justement pour éviter à ce qu'il y ait cette contrebande. Alors, on peut en parler parce qu'ici, c'est la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, qui prolonge de 6 mois l'interdiction d'exploitation, ou disons l'interdiction d'exploiter ces mines dans des zones contrôlées par l'AFC M23. Une prolongation de 6 mois. Là, nous sommes en République démocratique du Congo. Le gouvernement qui prolonge de 6 mois les classements en zone rouge, c'est comme ça qu'on l'appelle, zone rouge de plusieurs sites miniers dans les territoires de Massissi au nord Kivu et Kalehe au sud Kivu. Alors, ces sites situés dans des zones contrôlées jusque-là par l'AFC M23, ils restent interdits d'exploitation. Les minerais qui en proviennent ne doivent pas
entrer dans les circuits officiels du commerce international. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt une mesure qui vient d'être prolongée par le gouvernement congolais. Au total, ici nous voyons 38 sites miniers. 38 sites miniers en République démocratique du Congo qui sont concernés. Il s'agit des gisements riches en coltan, en cassitérite et en wolframite dans ces deux provinces. Dans leur décision publiée cette semaine, les autorités congolaises accusent toujours les Rwandais et d'autres forces négatives d'être impliquées dans l'exploitation et le commerce illicite de ces minerais. Des accusations que Kigali a toujours rejetées. Voilà. La République démocratique du Congo s'est tournée, comme vous le savez, vers récemment avec le 9e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui a vu même le président congolais Félix Tshisekedi prendre la présidence de cette organisation sous-régionale. Donc la RDC s'est tournée vers la CIRGL. Elle y a formellement déposé une plainte, justement une plainte concernant la contrebande de ces minerais. Voilà, je parlais de cette contrebande et la plainte de la République démocratique du Congo se focalise justement sur cette contrebande de ces minerais. Et là, la RDC dans cette plainte accuse directement les Rwandais. Selon Kinshasa, la CIRGL a mis en place une commission d'enquête ad hoc chargée d'examiner cette plainte. La plainte, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, avec tous ces événements? La RDC qui se tourne vers la CIRGL pour mettre fin à la contrebande sur les minéraux aussi critiques de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, on signale toujours des échauffourées. J'aimerais que vos commentaires tournent autour de ça. Au lieu de vous lancer dans des injures, au lieu de vous lancer dans des attaques personnelles, parce que moi, je l'ai toujours dit, depuis qu'on s'est lancé dans des attaques personnelles dans ces pays, sur quel point on a vu justement des avancées. Sur quel point? Depuis qu'entre nous, Congolais, on se lance des attaques, quel est ce jour que vous-même, vous avez vu les choses avancer? Là, je m'adresse à Alphonse Tiani. Je ne sais pas, il nous suit depuis quel coin, mais qu'il sache tout simplement que toutes ces pratiques ou même cette façon de voir les choses à un certain moment, elle est périmée. Donc, on avance et qu'on évite justement des histoires pareilles. Je me réserve de lire son message parce que ça n'a aucune importance pour l'instant, mais il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Là où il est en train de nous suivre, si lui, il constate qu'il y a des avancées dans les injures, qu'il nous les dise. Et sur quel point, justement, la République démocratique du Congo s'est retrouvée dans cette attitude aussi pitoyable. Donc, je parlais ici, mesdames et messieurs, de cette conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui vient d'être saisie, ou disons, sur laquelle la République démocratique du Congo est en train de s'appuyer, justement, pour mettre fin à cette contrebande autour des minéraux critiques de la République démocratique du Congo. Lors de son dernier sommet à Kinshasa, il y a déjà 3 jours, je crois, la CIRGL a par ailleurs demandé explicitement aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires justement pour assurer la diligence raisonnable, c'est-à-dire l'obligation de vérifier la provenance des minéraux. Donc, c'est ce que, selon les sources à Kinshasa, c'est ce que la CIRGL a demandé aux pays membres de faire en sorte qu'il y ait une vérification. Lorsque les minéraux passent chez vous, assurez-vous que ces minéraux ont respecté la traçabilité. Alors, ici, mesdames et messieurs, parce qu'en parlant des minéraux, il y a un cadre déjà en cours de discussion ou même on peut constater même des avancées. Parce qu'ici, nous parlons du mécanisme entre Kinshasa et Kigali sur les sujets. Sur ces sujets, voilà, des minéraux. Mais on comprend que ces mécanismes, mesdames et messieurs, ne fonctionnent
pas encore comme on l'aurait bien sûr souhaité. Alors, la question de la traçabilité est également au cœur du cadre d'intégration économique signé le 7 novembre dernier à Washington entre Kinshasa et Kigali. Sur les papiers ou théoriquement, les deux capitales disposent désormais d'un mécanisme pour discuter de ces questions, les questions sur les minéraux, la traçabilité, tout ça. Parce que c'est vrai, les gens pensent que, oui, le président Félix Tshisekedi, il avait refusé dans un premier temps de signer ces cadres économiques. Mais après que la République ait signé ces cadres, on est sur un autre point. Même tous ces minéraux que nous sommes en train de... On se vante justement de tous ces minéraux que nous avons. Mais avec les cadres économiques signés récemment à Washington, on parle autre chose, mesdames et messieurs. Même les minéraux là seront au bénéfice de toute la région. Qui dit la région, là nous voyons même les CIRG, la CIRG. C'est ça. Donc, on ne peut plus dire encore, oui, les minéraux de la République démocratique du Congo, tel ne peut pas avoir accès à ça. Mais nous-mêmes, on a accepté. Avec les histoires là de Washington, on a accepté les partages de tous ces minéraux. Je ne sais pas ça sera à quel pourcentage pour tous ces pays, mais j'espère que la grande part doit revenir justement à la République démocratique du Congo. Mais que les politiques vous disent la vérité, surtout ceux-là qui gèrent les pays, ils vous disent la vérité. Quand les uns parlaient d'hybridage, bon, ils n'avaient pas tort aussi totalement. Ils n'avaient pas tort. Oui, au nom de la paix, on peut faire des concessions. Si ce sont les minéraux, pourvu que les Congolais vivent en paix, on peut les faire. Parce que ici, on ne dit pas que la République démocratique du Congo n'aura plus accès à ces minéraux. Non. Mais si c'est à cause de ces minéraux que nous subissons justement cette situation aussi injuste, il serait mieux alors qu'on voie qu'est-ce qu'il faut faire, quel mécanisme peut-on mettre en place pour que tout le monde se retrouve. Surtout, les premiers bénéficiaires justement de tout ceci doit être la population qui doit obtenir une paix durable et qui doit aussi avoir une économie bien stable à cause de tous ces minéraux. C'est vrai, je n'ai jamais été d'accord que l'économie de la République démocratique du Congo repose justement ou essentiellement sur le secteur des minéraux. On doit aussi voir d'autres secteurs, l'agriculture. Voilà, même à un certain moment, la technologie, qu'est-ce que nous sommes en train de faire aussi pour avoir une assise beaucoup plus solide sur tous ces secteurs. Voilà, c'est ça aussi les débats, les sujets qui doivent nous intéresser, chers Congolais. Vous êtes là en train de nous regarder, vous êtes là en train de nous suivre et je suis sûr et certain que vous avez à dire par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait aussi polémique, j'aimerais aussi que vous puissiez donner votre point de vue par rapport à ça. La sortie médiatique récente du coordonnateur de la FCM23, Corneille Nangaa, lorsqu'il a parlé des minéraux. C'est vrai, c'est un point, ça fait partie de son interview, mais ce n'est pas le seul point. Je crois qu'on va peut-être aussi faire un point, juste un peu, sur cette interview du coordonnateur de la FCM23, parce que je vois... C'est devenu aussi très viral sur les réseaux sociaux, sur les médias, on en parle. Mais ce n'est pas le seul point que Corneille Nangaa a évoqué, parce que nous tous, on savait, avant que Goma ou Bukavu ne passe sous contrôle de l'FCM23, on savait justement qu'il y avait un différend entre Corneille Nangaa et Félix Tshisekedi. Tout le monde en savait justement. Et Corneille Nangaa a confirmé ces différends à plusieurs reprises. Lorsqu'il appelait le président Félix Tshisekedi les traitants d'escrocs, voilà. Il a traité d'escrocs. Peut-être on va en parler, juste un peu le temps qu'on finisse d'abord avec ces points. J'étais en train de vous faire savoir, mesdames et messieurs, que les minéraux en République démocratique du Congo, à un certain moment, ces minéraux, avec tout ce que nous signons, ça et là, les intégrations que nous faisons, surtout tout avait commencé avec l'EAC. Rappelez-vous de cette intégration dans l'EAC. À un certain moment, c'est qu'on appelle la souveraineté sur nos minéraux. On est en train de perdre petit à petit cette souveraineté totale. Bon, elle n'a jamais été aussi totale depuis que la RDC existe. La souveraineté sur ça, sur les minéraux, d'abord sur notre économie, elle n'a jamais été au rendez-vous.
Ça, vous le savez, j'espère. Alors, on continue, mesdames et messieurs, parce qu'il faut qu'on se le dise. Parce que je disais sur papier, oui, théoriquement, on signe des histoires, mais Kinshasa compte non seulement sur la CIRGL, mais aussi sur les États-Unis d'Amérique pour maintenir ou disons, garder cette pression sur les circuits des produits miniers qui sortent de l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, les Américains aujourd'hui peuvent peut-être l'accepter, mais ces pays qui viennent prendre nos minerais, les vendent ou ils sont considérés comme des commissionnaires de quelle autre filiale, quelle autre multinationale. Voilà. Parce que c'est une affaire des multinationales. Ce qui se passe aujourd'hui. Toutes ces multinationales viennent aussi et doivent avoir une main sur les minéraux de la République démocratique du Congo. Si vous osez les priver de ces minéraux, c'est à ce moment-là qu'ils créent aussi des rébellions. Ils créent aussi des zones d'instabilité. Pour justement, là où les gens fuient et vont entrer pour prendre ce qu'ils veulent et aller en faire usage comme ils veulent. C'est comme ça. Et quand les Congolais ne disent mot, les Congolais sont juste là pour applaudir les discours des politiques, on vous dit ça et vous applaudissez. Mais les pays, vous dites que le pays est en train de partir. Mais si vous vous rendez compte justement que le pays est en train de partir, aujourd'hui on cesserait déjà même avec les applaudissements inutiles que nous voyons envers les politiques, que vous appelez abusivement autorité morale. Voilà. Alors, ici, donc les Américains, la RDC, le gouvernement congolais, veut justement que les Américains aussi interviennent dans ce sens pour empêcher toutes ces histoires, toutes ces contrebandes. C'est un peu ça. Donc, le contexte est aussi n'est pas du tout très favorable à la République démocratique du Congo, comme on peut le dire, parce que d'abord, les discussions de Doha, comme vous le savez, l'accord n'est pas respecté. Donc la RDC ne fait même pas peur dans la sous-région, comme dans la sous-région, bien qu'on préside aujourd'hui la, comment on appelle ça, la CIRGL, mais qu'est-ce que ça fait? C'est juste un poste protocolaire parce qu'après, il y aura quelqu'un d'autre qui va présider cette organisation. Alors, vous êtes nombreux toujours en train de nous regarder, mesdames et messieurs. Votre point de vue nous intéresse. Votre lecture aussi nous intéresse. C'est la République démocratique du Congo, comme je le disais. Il ne faut pas juste attendre ou laisser aux étrangers de parler de notre pays. Aux étrangers aussi de dire un mot sur tout ce qui se passe. Oui, ils peuvent dire quelque chose, mais quand même que vous, Congolais, que nous, Congolais, qui sommes en train de... qui est intéressé, bien sûr, par tout ce qui se passe, qu'on fasse aussi quelque chose. Juste s'exprimer, donner votre point de vue, et ça ne fera du mal à personne. Nous, nous sommes justement en train là déterminés, voilà. Et c'est dans ces contextes, mesdames et messieurs, qu'on peut aussi parler d'une paix durable. Pourquoi? Parce que la paix durable passe justement par des attentes. La paix durable passe justement par plusieurs points. Mais avant de finir, laissez-moi faire un point sur la situation dans la province de l'Ituri. On n'en parle pas assez. Pourquoi? Avec cette information, mesdames et messieurs, on a même un reportage qu'on va vous balancer sous paix. Les FARDC qui découvrent plusieurs caches d'armes de la milice CRP Bar Zahir. CRP de Thomas Lubanga. Alors, c'était donc du 10 octobre au 16 novembre 2025, plus d'un mois, au plus fort, justement, des opérations militaires menées contre la milice CRP. Zahir, là, nous sommes dans les territoires de Djougou. Djougou, c'est en Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis à jour plusieurs caches d'armes soigneusement dissimulées dans différents villages. Alors, avant de vous faire tous les détails, mesdames et messieurs, je vais vous laisser suivre ces reportages, voilà, réalisés en Ituri, consacrés bien sûr à ces découvertes de ces armes.
C'est un reportage voilà, réalisé par, je crois, la cellule des communications du gouvernorat provincial. Là, nous sommes en Ituri, une province sous état de siège, dirigée par le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni comme gouverneur militaire. Suivez ces reportages, mesdames et messieurs. Puis, on revient pour d'autres détails dits à cette cache, disons à ces caches d'armes, voilà, comme on peut le constater. Et là, on ne peut pas aussi s'en penser sans pour autant faire les points. Tout ce qui se passe à Beni, c'est très, très cruel. Suivez d'abord ces reportages de l'Ituri. Opération de sécurisation du territoire des Djougou. C'est au terme d'une collaboration exemplaire entre les FARDC, les jeunes de la communauté EMA, le chef coutumier ainsi que les leaders communautaires et politiques que plusieurs caches d'armes appartenant à la milice CRP Zaïre, dirigée par Thomas Lubanga, allié du M23, ont été découvertes. Nous saluons avec insistance l'acte de patriotisme posé par les jeunes EMA en particulier et en général ceux de la chefferie de Mambisa. Leur collaboration a permis aux forces armées de mettre la main sur un arsenal militaire conséquent. C'est une preuve que la population refuse catégoriquement la présence et l'idéologie de la CRP Zaïre alliée du M23 dans notre province. Nous les encourageons à poursuivre ce travail citoyen aux côtés des forces loyalistes. Au total, 8 caches d'armes ont été découvertes. Elles contenaient plusieurs fusils AK-47, de mitrailleuses PKM, des lance-roquettes, plus de 100 chargeurs garnis ainsi qu'un important lot de munitions de divers calibres. Selon les forces loyalistes, ces informations proviennent de jeunes de Mambisa, Banyali Kilo et environ pour certains anciens membres de la CRP Zaïre qui se sont rendus au FARDC après la reconquête de plusieurs bastions rebelles. Ces caches d'armes étaient dissimulées dans plusieurs villages du territoire de Djougou. Nous appelons la population à continuer de dénoncer toutes les activités criminelles. La victoire contre les groupes armés en province de l'Ituri est un combat que nous devons mener ensemble avec notre population. Pour les commandants d'opérations militaires, cette opération est la preuve que les Ituriens, dans leur grande majorité, rejettent désormais la milice au CRP et répondent favorablement aux appels du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique. Voilà, on comprend, mesdames et messieurs, que c'est vraiment bien sûr, hein, avec ces caches d'armes de la milice CRP de Thomas Lubanga, voilà, l'armée qui est à la découverte voilà, de ces caches d'armes. Et en écoutant très bien les porte-paroles de l'armée dans cette partie, Gilles Ngongo, voilà, il parle bien sûr de cette fuite menée conjointement avec la population locale. Et ça a permis justement de saisir un important arsenal, 108 fusils AK-47, 4 mitrailleuses PKM, des caisses de munitions de guerre, de nombreux chargeurs, voilà, garnis, ainsi que des produits pharmaceutiques et divers effets militaires destinés à soutenir les combattants de la CRP Zaïre. Alors l'ensemble de ces matériels appartenait à la milice CRP Zaïre, dirigée toujours par Thomas Lubanga, et présenté par les forces gouvernementales comme alliés au mouvement rebelle AFC M23 dans la région. Voilà donc, les FARDC estiment que ces découvertes affaiblissent les capacités logistiques, bien sûr, du groupe armé et renforcent les efforts visant à stabiliser les territoires des Djougou. Là, nous sommes dans le territoire des Djougou, longtemps secoué par des violences. Djougou, c'est dans la province de l'Ituri. Voilà, comme je le disais, une province sous état de siège, pendant que les Congolais continuent toujours à payer les prix les plus lourds aussi des incursions là à Beni, partout là-bas. Ce sont des massacres qui continuent. Alors, on vous a parlé de ces civils encore tués récemment, même au niveau près de Butembo, d'autres ont été calcinés dans une maison. Et au
aucun message de compassion envers les victimes du gouvernement. Donc, un message du gouvernement. On ne voit rien, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe finalement dans ces pays. Les gens meurent, les EDF aussi tuent les Congolais. C'est bien bon de vous focaliser sur l'AFC 23. Mais les autres Congolais souffrent tellement à Beni, dans les Grands Nord là-bas, Lubero, Beni, Lubero, Butembo et à Ituri. Avec les phénomènes EDF. J'ai toujours eu l'occasion d'insister sur ça, en se posant des questions sur est-ce qu'on peut faire finalement une évaluation des opérations dites Shuja avec les forces ougandaises, les UPDF. Est-ce qu'on peut faire une évaluation sérieuse? On ne fait rien, on est juste là, en train d'observer. Mais avec l'AFC 23, peut-être c'est là où le gouvernement congolais se focalise beaucoup plus. Mais les EDF, je ne sais pas. Alors on est à la fin, mesdames et messieurs, de cette production, de cette émission justement de décryptage. Les faits devraient justement être aussi décryptés et je crois que vous avez aimé. Abonnez-vous sur WAB Info. Donc on a besoin, ou plutôt vous devez être informé et pour ce faire, il faut donc s'abonner sur WAB Info, activer cette cloche de notification pour être alerté à tout instant lorsqu'il y aura de nouvelles productions. Aimez, partagez et surtout n'hésitez pas à faire des commentaires comme vous pouvez aussi le constater. Nous étions donc là en train de vous servir en direct et d'autres programmes vont suivre. Restez donc connectés.